Totsa. Ce nom ne vous dit probablement rien, c'est pourtant l'une des filiales les plus rentables de Total Energy. Depuis Genève, elle négocie du pétrole aux quatre coins du monde et profite pleinement des crises géopolitiques. Mais alors que ses bénéfices s'envolent, la justice française s'intéresse à son rôle dans une sombre affaire en Gambie. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et on va parler de Total Energy et de sa filiale Totsa. À 2 pas de l'aéroport de Genève, cette dernière cultive une discrétion chère au monde du négoce. Dommage. Son nom apparaît dans une enquête préliminaire portant sur des soupçons de corruption d'agents publics étrangers en Gambie. C'est dans les méandres de cette histoire qu'on va vous guider avec Karine Pfenniger. Bonjour. Bonjour. Tu es journaliste d'investigation, responsable publication et magazine chez Public Eye. Dans ta carrière, tu as bossé avec différents médias, Gotham City, Forbidden Stories et Cache Investigation, sur des sujets d'ailleurs souvent liés à la criminalité économique. On va parler donc de ta dernière enquête que tu co-signes avec Agathe Duparc. Et avant de plonger dans cette affaire gambienne, je crois qu'une question assez basique s'impose. C'est qui Totsa ? Parce que j'ai fait le test dans mon entourage et il y a personne qui connaît. Effectivement, c'est une société très peu connue du grand public, de beaucoup de gens. C'est comme tu l'as assez bien dit, c'est une société qui est donc domiciliée à Genève, à côté de l'aéroport de Cointrin. C'est une filiale de Total Energy, donc le géant français pétrolier. Et Totsa est spécialisée dans le trading d'hydrocarbures. C'est une filiale extrêmement importante pour cette multinationale française. Elle brasse énormément d'argent. En 2025, par exemple, son chiffre d'affaires se montait à 90 milliards d'euros et elle a fait 1,8 milliard d'euros de bénéfices. Donc c'est énorme et c'est une grande partie du chiffre d'affaires de Total Energy. Donc voilà, c'est une société qu'avec ma collègue Agathe Duparc à Public Eye, on trouvait très intéressante parce qu'elle est méconnue du grand public, domiciliée en Suisse et qu'elle pèse très lourd dans les activités de Total Energy. Et comment votre enquête a commencé ? Elle a commencé assez classiquement avec un tips ou un tuyau d'une source. Ça faisait depuis un certain nombre d'années que Public Eye s'intéressait à Totsa comme on s'intéresse à tous les négociants en matières premières domiciliés en Suisse, donc Vitol, Trafigura, etc., etc. On n'avait pas encore sorti d'enquête sur Totsa spécifiquement, donc on était déjà intéressé par cette entreprise. Et il se trouve qu'on a eu un tuyau et de là a commencé un travail classique d'enquête, de recoupement des sources avec différentes sources, toute une partie aussi en sources ouvertes, donc qui sont librement accessibles sur Internet en l'occurrence. Avant de rentrer dans cette affaire complexe, est-ce que tu arrives à nous résumer l'enjeu principal ? Oui, alors c'est une enquête qui raconte près de 10 ans de relation d'affaires entre un sulfureux homme d'affaires belgo-libanais, très proche du dictateur de l'époque gambien, Yahya Jammeh, d'un côté, et Total Energy, qui s'appelait Total à l'époque, de l'autre côté, avec ses filiales Totsa et une autre filiale. Donc elle raconte comment Total et cet intermédiaire, Mohamed Badzi, ont fait affaire dans des circonstances assez douteuses où Badzi a obtenu sans appel d'offres l'exclusivité d'importation de tous les produits pétroliers pour la Gambie, ce qui est énorme dans ce contexte-là où Badzi, et ça a été découvert après, aurait payé des pots de vin au président gambien de l'époque. Tu le dis dans ton enquête, Mohamed Badzi est devenu presque incontournable pour rentrer sur le marché pétrolier gambien. C'est qui ? Donc c'est un intermédiaire dans cette histoire, c'est un homme d'affaires très puissant en Gambie à l'époque du règne de Yahya Jammeh. Donc pour la petite histoire, c'est Yahya Jammeh a pris le pouvoir avec un coup d'état militaire dans les années 90. Il est resté 22 ans au pouvoir jusqu'en 2017. Donc on parle d'un régime autoritaire. Mohamed Badzi était à l'époque, dans les années 2000-2010, jusqu'à peu près la fin du régime de Jammeh, très proche de lui, extrêmement puissant comme homme d'affaires en Gambie. Il a pu, on ne sait pas forcément toujours comment, obtenir des contrats publics assez importants dans différents secteurs stratégiques, dont le secteur pétrolier. On ne sait pas exactement comment il s'est rapproché de Yahya Jammeh, mais toujours est-il qu'en 2002, il obtient l'exclusivité pour fournir en fioul lourd une société publique qui est la société en charge de l'eau et de l'électricité en Gambie, la NAWEC. Donc le fioul lourd, c'est indispensable pour ces générateurs.
On voit évidemment que c'est très important pour la population gambienne que ça puisse marcher. En 2004, la société de Mohamed Badji obtient l'exclusivité pour l'importation de tous les produits pétroliers en Gambie, ce qui est énorme puisque la Gambie ne produit pas de pétrole elle-même. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sociétés de Mohamed Badji, c'est des petites sociétés établies en Gambie. Elles ne sont pas du tout un acteur mondial sur le marché pétrolier. Donc, a priori, elles n'ont pas du tout les moyens elles-mêmes de s'approvisionner en pétrole. Et en fait, ce qu'on raconte, c'est que c'est à ce moment-là que Total Energy est entré dans la danse. Ils vont rester proches, Mohamed Badji et Jammeh, les prochaines années. On sait qu'il y a eu, par exemple, des lettres directement entre Mohamed Badji et Jammeh. La relation va se détériorer entre 2013-2015, par là. Et à la chute de Jammeh en 2017, Mohamed Badji va se faire rattraper par les États-Unis, puisque un an plus tard, en 2018, il est placé sous sanction, ainsi que ses sociétés, dont les sociétés en Gambie, qui ont traité avec Total, sous sanction pour financement du Hezbollah. Il est arrêté en Roumanie en 2023, il est jugé ensuite aux États-Unis. Plus récemment, en 2025, il a obtenu une remise de peine. Toujours est-il qu'il n'a plus le droit d'entrer sur le territoire états-unien. Ses biens états-uniens ont été confisqués. Donc voilà, on parle quand même d'un sacré personnage et c'est avec lui que Total a fait affaire et c'est ça qu'on raconte en fait dans l'enquête. Ça, c'est donc pour le personnage de Mohamed Badji. Donc, pour qu'on comprenne bien dans quel décor tout ça se passe, donc on est en Gambie au début des années 2000. Yahya Jammeh est au pouvoir. Il ressemble à quoi son régime ? C'est un régime qui est autoritaire, où les opposants ou opposants présumés au régime sont réprimés, ainsi que les journalistes, des membres de la société civile. D'une part, c'est aussi un régime extrêmement corrompu. Après la chute de Jammeh, il y a eu différentes estimations sur les montants qui auraient été détournés. On arrive à environ $1 milliard que lui-même aurait siphonné et ou détourné d'argent public. Donc, il faut bien se rendre compte que c'est de l'argent qui aurait dû normalement revenir à la population gambienne pour construire des hôpitaux, des écoles, ce genre de choses. Mais non. Il s'est retrouvé très probablement dans les poches de Yahya Jammeh. À ce sujet, et pour comprendre l'ampleur des malversations, en fait, après son régime, donc, il y a eu un changement de pouvoir. Le pouvoir suivant, qui est d'ailleurs toujours en poste, a lancé une commission d'enquête pour justement précisément établir les malversations qu'il aurait pu avoir commis avec les entreprises publiques. Donc on est exactement dans l'ANAWEC, la société dont je parlais avant, en charge de l'eau et de l'électricité, fait partie du champ de cette commission d'enquête qui a été mise sur pied. Elle a publié une série de rapports qui sont en ligne. Les auditions sont aussi sur YouTube sont aussi en ligne. Donc elle a fait preuve d'un exercice de transparence qui est assez exceptionnel. Et même si elle a été critiquée, on voit qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui sont sortis à cette époque, quelques années plus tard, et qui ont continué. Et pour la parenthèse, avec Agathe Duparc, on s'est aussi basé dans une certaine mesure sur ces rapports-là. Évidemment, en les traitant avec aussi un peu de précaution, parce que les travaux de la commission aussi étaient critiqués, donc on peut pas forcément tout prendre au pied de la lettre, mais c'est un travail assez remarquable de transparence qui a été fait par la suite. Et qui montre l'ampleur de la corruption de ce régime-là. Et Mohamed Badji, il apparaît dans les travaux de la commission ? Oui, il apparaît de façon assez extensive dans plusieurs contrats publics, justement, dont celui de la société en charge de l'électricité et de l'eau, la NAWEC. La commission établit qu'il aurait versé des pots de vin directement à Yahya Jammeh. Enfin, une de ses sociétés aurait versé des pots de vin directement à Yahya Jammeh. On parle à une époque, entre 2011 et 2013, de l'équivalent de $500 000 par mois versés par cette société de Mohamed Badji sur un compte personnel de Yahya Jammeh. Donc on est à plusieurs millions de dollars au total. Et aussi à un autre versement directement. En fait, dès lors que la société de Mohamed Badji a obtenu une reconduction de l'exclusivité de l'importation des produits pétroliers, le lendemain, elle ouvre un compte pour le trust familial de Yahya Jammeh. Elle y verse $4 millions. Et cet argent a ensuite été utilisé par la famille Jammeh pour acheter une villa aux États-Unis qui a été ensuite confisquée par les autorités états-uniennes, etc. Donc il apparaît extensivement.
Et pour la petite histoire, il a aussi été entendu par la commission, donc en tant que témoin, comme toutes les personnes entendues. Il a réussi à énerver le président en répondant vaguement aux questions, en n'amenant pas tous les documents. Et puis, à la fin, dans ses travaux, la commission recommande une série de mesures au gouvernement, dont le fait de bannir Mohamed Badzie du pays, de fermer ses sociétés et de le déclarer persona non grata. Si vous aussi vous pensez que la criminalité économique est un sujet qui devrait être plus mis en lumière, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Merci beaucoup. Que je comprenne bien, alors Total s'est fait ouvrir la porte du marché gambien par cet intermédiaire-là. Et c'est ça que la justice française actuellement cherche à investiguer ? On ne sait pas malheureusement ce que la justice française exactement cherche à investiguer parce que pour la simple et bonne raison que l'enquête est couverte par le secret de l'instruction. Ce qu'on sait en revanche, c'est que cette enquête préliminaire du parquet national financier a été ouverte suite à un dépôt de plainte de Transparency International France qui décrit justement cette relation d'affaires entre Total, ses filiales dont Totsa, Mohamed Badzie et ses sociétés de l'autre côté. On sait qu'elle est pour soupçon de corruption d'agents publics étrangers, qu'elle a été ouverte dans la suite. Et on sait que, c'est ce qu'on révèle dans l'enquête, que ça a mené à une perquisition au siège de Totsa en Suisse en février 2024. Et donc, aux dernières nouvelles, elle est encore en cours. Faut bien souligner donc que c'est une enquête préliminaire. Elle peut mener à un classement sans suite. Elle peut aussi mener à l'ouverture d'une instruction judiciaire, mais c'est une première étape dans la recherche de faits. On sait aussi que le ministère public de la Confédération, donc en Suisse, qui se charge de l'exécution de ces demandes d'entraide de son homologue français, a reçu d'autres demandes de la part du PNF depuis cette perquisition de février 2024. Donc il semblerait qu'il y a d'autres éléments de preuve qui soient recherchés en Suisse. Et il faut peut-être aussi bien souligner que la justice, c'est un temps long, souvent ça prend du temps, c'est un tout autre temps en tout cas que l'enquête journalistique. Et peut-être juste pour finir sur l'actualité de ce volet gambien qui peut sembler passé, parce que Jammeh n'est plus au pouvoir depuis 2017, il est en exil en Guinée équatoriale, le régime a changé. Il y a eu récemment au tribunal pénal fédéral aussi un procès en appel de son ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Sonko, pour crime contre l'humanité. Il avait déjà été jugé en première instance. Il y a eu cette audience en mars dernier. Donc, les éléments, les faits ou les faits présumés de ce régime continuent à être traités de nos jours, même si ça fait quelques années qu'il n'est plus au pouvoir. Malgré cette affaire, j'ai l'impression qu'on peut quand même dire que ça va bien pour Totsa, en tout cas d'un point de vue financier. On l'a vu, la société a déjà engrangé des profits records grâce à la guerre au Moyen-Orient. Les conflits, l'instabilité, c'est aussi très lucratif pour les négociants en matières premières. Oui, absolument. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on a déjà vu en 2022, juste après l'invasion à grande échelle par la Russie de l'Ukraine. Par exemple, à la marge, avec ses achats de villas valant plusieurs dizaines de millions de francs sur les rives du Léman par les cadres de sociétés de négoce domiciliées à Genève. On l'a aussi vu avec les retombées fiscales massives pour le canton genevois, toutes ces discussions-là. Donc c'est clairement quelque chose qui est pas nouveau et qu'on revoit, comme tu le dis justement, maintenant avec la guerre au Moyen-Orient. Et pour ce qui est de Totsa et Total Energy, je trouvais les chiffres de l'Observatoire des multinationales assez parlants, où ils ont en fait calculé le pourcentage des remontées d'argent par filiale. Et pour 2023, donc on est très peu de temps après le début de l'invasion à grande échelle, les deux filiales de trading de Total Energy, donc on est sur Totsa en Suisse et les filiales à Singapour, Seferer pour le gaz naturel, les profits qu'ils faisaient correspondaient à 82% des remontées totales d'argent vers la société mère. Donc c'est énorme en fait. Et comme on l'a dit, c'est typiquement des activités dans les situations de crise qui peuvent rapporter gros. Toi, tu es journaliste d'investigation depuis quelques années et tu t'intéresses de près à ces sujets concernant la criminalité économique. C'est toujours des affaires assez complexes. Pourquoi c'est important de les mettre à jour et de les raconter ? Oui, c'est vrai que c'est des sujets qui me passionnent. D'une part parce que c'est des sujets d'intérêt public majeur.
la criminalité financière, ou du moins la grande criminalité financière, c'est clairement un sujet transnational ou global, donc qui nécessite souvent des enquêtes transnationales ou en consortium où on doit s'allier pour pouvoir révéler ces faits qui sont assez complexes. Il y a aussi tout un challenge de rendre ça compréhensible et concernant pour monsieur et madame tout le monde. Et puis, il y a aussi une chose qui me touche dans ces thématiques, c'est, si tu veux, l'hypocrisie assez folle de pays comme la Suisse, mais aussi les États-Unis ou le Royaume-Uni, par exemple, où d'un côté, on est tous d'accord pour dire que c'est mal, la corruption, il y a un problème, c'est un problème de société ou global, très clairement, le blanchiment d'argent, même affaire. Et en même temps, on est des pays où on fournit très clairement les services nécessaires au blanchiment, nécessaires à la corruption, toutes ces professions qu'on nomme facilitateurs ou enablers en anglais, donc certains avocats, certains fiduciaires, certains notaires, marchands d'art, etc. Évidemment, pas tous les gens de ces professions, on est d'accord, mais un certain nombre qui sont là pour fournir ces services ou qui contribuent à fournir ces services. Et donc, je trouve que c'est terriblement hypocrite, et donc ça m'intéresse hautement d'aller enquêter sur ces sujets et de mettre en lumière ce type de thématique. Et après, peut-être à titre personnel, j'aime beaucoup les Excel. Donc, c'est mon côté nerd et j'adore. Plus le document est long et compliqué, plus ça va m'intéresser. Donc, je suis pas contre aussi aller fouiller dans les documents. Ça marche. Ça me paraît une excellente façon de conclure ce podcast. Merci infiniment. On suivra bien sûr de près les prochaines enquêtes. Merci Karine Pfenniger d'être venue. Merci pour l'invitation. Et merci à vous pour votre écoute. L'enquête se trouve en description d'épisode. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez le liker, le partager, en parler autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.